se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois il va s'agir de ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge 2022 organisé par l'Enluminé, dont je vous mettrai le lien de la chaîne et du challenge en barre d'infos comme toujours. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge d'hiver. Cold Winter, hiver froid challenge, littéralement si vous ne parlez pas anglais. Il a lieu du 1er décembre jusqu'au 28 février, c'est bien ça, oui, je ne sais jamais si c'est 28 ou 29 en février, mais c'est le 28. Donc du 1er décembre au 28 février. Et il se compose de 4 menus, avec un menu bonus. Alors, le menu bonus, il n'y a qu'une seule sous-catégorie, ça a fait des histoires. C'est-à-dire que quand l'Enluminé l'a sorti, elle a annoncé, d'habitude il y a toujours un menu bonus avec plusieurs sous-catégories. Et cette année, elle a voulu faire juste un menu bonus avec une sous-catégorie. Et à peu près 24 heures après la sortie de la vidéo, elle a décidé de supprimer le menu bonus parce que des personnes se sont senties mal vis-à-vis de ce menu bonus. Moi, j'ai décidé de le garder personnellement parce que la lecture que j'avais prévu de lire dans ce menu bonus rentrait très bien dedans. J'avais très envie de la faire. Et je ne vois pas où la rentrer dans les autres catégories et j'avais déjà fait toute ma palle, donc je n'avais pas envie de tout changer. Et j'aime bien que cette sous-catégorie soit présente dans un challenge. En l'occurrence, le menu bonus était un hiver ensemble avec comme sous-catégorie le nom feu d'artifice avec un mot-clé LGBTQIA+, handicap ou encore personnes de couleur, racisées, voilà. C'était la catégorie des diversités, j'ai envie de vous dire. Et des gens, ça fait débat. De toute façon, sur le Facebook du Cold Winter Challenge, ça a fait débat. Il y a les gens qui n'ont pas compris pourquoi ça a été enlevé, alors qu'ils font eux-mêmes partie d'une de ces descriptions thématiques. Voilà, par exemple, des fois des mamans qui ont un enfant handicapé ou d'autres personnes qui ont un handicap qui aimeraient bien que ce soit là, ou des personnes LGBT. Mais apparemment, des personnes de ces communautés ont aussi pas apprécié réellement le fait que la catégorie soit séparée du restant du challenge. Que ce ne soit pas une sous-catégorie dans un des sous-menus, qu'on ait vraiment fait juste un menu avec une sous-catégorie pour ça. C'est des précisions. Moi, j'ai décidé de le maintenir et j'ai bien sûr choisi du LGBTQIA+, avec un livre que je ne possède pas encore. Je l'achèterai en janvier parce que je ne peux clairement pas suivre le rythme de parution de cette maison d'édition en cette période de fin d'année. C'est le de Saxus qui sort, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Oui, tout à fait, parce que je l'ai sur Booknode. C'est la sortie du jour. C'est The Sky Blue par Robbie Couch. Donc chez de Saxus. Je ne prendrai pas le relié, je vais me prendre le brochet certainement. Et c'est un récit LGBT. Dans les mots-clés, qu'est-ce qu'on nous dit? Young Adult, romance, LGBTQIA+. Et j'ai beaucoup apprécié le résumé quand de Saxus l'a dévoilé en français. Je vais vous le lire. Pour Sky, s'affirmer n'a jamais voulu dire s'exposer, mais tout cela va bientôt changer. Sky Barker est peut-être ouvertement gay, mais dans sa petite ville, s'assurer qu'il est invisible a toujours été plus facile que d'être lui-même. Déterminé à profiter de sa dernière année de lycée, Sky projette de faire sensation lors de la fête annuelle sur la plage en demandant à son crush, Ali, de l'accompagner au bal de promo. Et il a 30 jours pour s'y préparer. Son objectif est de pouvoir enfin s'affirmer fièrement. Mais les plans de Sky sont divulgués par un pirate informatique anonyme dans un post profondément homophobe qui devient rapidement viral. Alors qu'il est prêt à abandonner et à quitter complètement la ville, ses camarades de classe lui donnent une raison de se défendre en transformant son compte à rebours en une traque pour exposer l'auteur de ce post horrible. Que se passera-t-il au bout de 30 jours? Sky pourra-t-il conserver sa visibilité durement acquise ou sa petite ville l'empêchera-t-elle d'être lui-même? Donc voilà, j'ai l'impression vraiment on va être avec de la persécution, j'ai l'impression avec ce hacker anonyme là qui va faire ce post homophobe. Forcément, on va être du point de vue de Sky, donc j'imagine forcément qu'il va pas bien le vivre et tout, de voir que sa classe va donner une raison de se défendre. J'imagine qu'ils vont donc le soutenir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, c'est des sujets d'actualité, encore une fois. Donc moi, je l'ai mis et je maintiens ce menu bonus qui me plaît vraiment, en fait.
Ensuite, je reprends au début du Cold Winter Challenge avec le premier menu. Et en général, nous avons des menus avec 3 voire 4 sous-catégories. Le premier menu s'appelle Magie de Noël. Et la première sous-catégorie est Coupe de champagne, avec comme mots-clés romance de Noël, amour, amitié ou adulte. Voilà, j'ai beaucoup aimé, l'enluminée disait bien qu'elle a rajouté adulte, parce que finalement, certains aiment lire des romances, mais aiment bien aussi les romances un peu plus épicées. Donc c'est bien d'avoir pensé à tout le monde. Et pour cette sous-catégorie, je n'ai pas encore le livre, c'est l'achat que je vais faire, un des achats du mois de décembre. Je vais me prendre Christmas Park d'Anatrice chez Black Ink Édition. Donc je vous mettrai la photo ici, ou là, voilà. Clairement, Christmas Park rentre dans les catégories romance de Noël, amour et adulte. Je sais qu'il y a des scènes un petit peu spacey de ce que j'en ai vu. Et dans les mots-clés, nous avons humour, babysitter, père célibataire, relation patron et employé, romance de Noël, érotisme. Donc oui, voilà, on sait qu'il y a du spacey dedans. Alors, en plus, il y a un papa célibataire, donc ça peut que me plaire. Le résumé, Christmas Park, immense site touristique dédié à la magie de Noël, rayonne à travers le monde entier. Il comporte 2 espaces, un parc d'attractions destiné aux familles, un parc coquin réservé aux adultes. Dorian Close, le fils du Père Noël, gère la société familiale d'une poigne de fer. Le businessman richissime est taciturne, en impose sur tous les plans, carrière, carrure, charisme. Débordé par son emploi du temps de ministre, le jeune papa célibataire cherche la crème de la babysitter pour garder ses enfants lors des vacances d'hiver. Il lui faut une nounou d'enfer qui ne craigne ni son préado rebelle, ni sa petite fille survoltée. Priya se présente à l'entrée du parc pour postuler. La belle brune incendiaire déteste tout ce qui est lié à Noël. Mais elle a besoin du job. Son caractère bien trempé capte l'attention de Dorian qui décide de l'embaucher. Entre la babysitter cynique et son patron autoritaire, l'attraction est explosive malgré leurs différences. Or, Dorian se méfie des femmes depuis son divorce et Priya s'accroche à ses secrets. Prenez votre billet pour un tour de manège aussi givré que sexy et préparez-vous à fondre comme un flocon de neige devant l'incroyable famille Close. Moi, franchement, les mots-clés, le résumé, la plume d'Anatrice que j'ai découvert de la Guilde des Ombres, tout me fait envie avec ce récit de Noël. Et puis des fois, un récit de Noël un peu plus coquin, pourquoi pas. La deuxième sous-catégorie, c'est un chant de Noël, avec cette fois comme mot-clé conte, réécriture de contes, mythes et légendes. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi réécriture de contes avec un livre en VO qui est Princess of Soul d'Alexandra Christo. Alexandra Christo, qui est l'autrice du Royaume assassiné, paru chez De Saxus en français. C'est le livre bonus de la Féerie Loot du mois d'octobre, justement. Et quand ils avaient annoncé, parce que chaque mois, quand vous recevez votre Féerie Loot, ils vous annoncent la thématique sur un flyer du mois d'après, les items qu'il y aura, enfin sur quels ouvrages ça a porté. Et ça, c'était le livre bonus et ils nous avaient bien dit que c'était une réécriture en fait de réponse. Et c'est vrai qu'il y a les petits soleils et tout ça. Alors, les mots-clés. Romance, fantasy, young adulte. Alors, c'est pas au niveau des mots-clés qu'on va vraiment avoir des infos. Je vais essayer du coup de vous faire le résumé. Il y en a beaucoup qui pensent, qui croient qu'ils peuvent tricher avec la mort. Mais quand ils tombent, je prends leur âme. Every single one. Toutes les âmes, voilà. Célestra hérite d'un pouvoir magique. Enfermée au loin dans une tour par un roi cruel, réponse, sa destinée est prédire la mort et récolter les âmes des condamnés pour nourrir son immortalité. Nox est un soldat qui a passé des années à préparer sa vengeance sur la couronne. Maintenant, il est déterminé à voler l'immortalité du roi et de tuer l'entièreté de sa cour, en commençant avec Célestra. Mais quand Célestra et Nox deviennent liés, je pense,
et que la mort s'approche des deux, de leurs âmes, ils sont forcés de mettre leur confiance l'un dans l'autre. Est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble pour échapper au sombre destin? Donc voilà, clairement, on sent la réécriture de réponse. Moi, ça me fait très envie. En plus, il est tout mignon. Un petit livre en VO par mois, il n'y a rien de plus pâle. Un petit livre en VO, c'est toujours sympa. Et ça, c'est chez Hot Books pour la maison d'édition. La troisième sous-catégorie, c'est calendrier de l'Avent. Et alors cette fois, on n'avait pas des mots-clés, mais comme consigne de lire un livre dont on n'avait pas lu le résumé. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi de nouveau Anatrice, que j'apprécie énormément et dont j'ai envie de découvrir les ouvrages, toujours chez Black Ink, avec La Reine Courtisane. Ça se passe dans le même univers de la Guilde des Ombres, qu'elle a publié chez Plume Blanche, mais des années plus tôt. Alors je ne sais plus si c'est 100 ans, 150 ans ou plus, parce que justement, j'ai lu le résumé. En fait, tous les livres, je lis les résumés de tous les livres. Donc je ne peux pas vraiment vous trouver un livre où je ne l'ai pas lu, parce que je l'aurais toujours lu. Mais je l'ai lu il y a longtemps, et j'en ai entendu parler par d'autres booktubers, et je n'ai pas envie de relire le résumé. Mais je sais que c'était il y a 100, 150 ans ou plus, en arrière vis-à-vis de la Guilde des Ombres. L'univers de la Guilde des Ombres qu'Anatrice a créé, ce monde est très grand. La Guilde des Ombres se passe sur un grand continent, et je crois que la Reine Courtisane se passe sur une île en fait. Un royaume en retrait, enfin au milieu de l'océan, de la mer quoi, qui n'est pas dans le même royaume que la Guilde. Donc on peut lire les deux un peu indépendamment, on n'est pas obligé de lire la Reine Courtisane, on n'est pas obligé de lire la Guilde des Ombres. Il y a simplement à un moment donné deux personnages de la Guilde des Ombres qui apparaissent. Alors je ne sais pas si c'est un petit caméo ou si c'est un gros caméo, ça j'en sais rien. Au niveau des mots-clés, nous avons romance, magie, amour, érotisme, fantaisie, secret. Oui, je crois qu'Anatrice aime les romances avec un peu d'érotisme. Moi, j'en ai entendu que des très bons avis jusqu'à maintenant. Je sais que Kimi Collection l'a lu et a beaucoup aimé. C'est elle qui me l'a fait ajouter d'ailleurs à ma wishlist. Et dernièrement, il y a Madame la Fraise, des Chroniques de la Fraise, qui l'a lu et qui l'a aussi beaucoup apprécié. Alors, dans La Reine Courtisane, le résumé, là on va quand même le lire. Après des siècles de paix, les 4 éléments clans de l'île Symbiose se livrent une guerre sans merci. Sylvan, le jeune roi Falune, guerrier cruel et impitoyable, capable de contrôler la magie de feu, a servi 3 autres royaumes de symbiose, en semant la mort et la terreur sur son passage. Je suis la reine Alena du clan Gelan, excusez-moi, affiliée à la magie de l'eau. J'ai été capturée par mon pire ennemi lors du siège de ma cité. Je connais déjà le sort funeste qui m'attend ce soir, comme les princesses des 2 autres éléments clans qui m'ont précédée. Je suis destinée à devenir la nouvelle épouse du tyran Sylvan. Et demain, à l'aube, je serai exécutée. Mais reine ou esclave, je reste avant tout une Gélane. Je ferai honneur à notre devise ancestrale. Face à son ennemi, un Gélane ne verse aucune larme et jamais il ne renonce à brandir ses armes. Voilà, moi ça me donne juste très envie. Donc ça, c'est La Reine Courtisane d'Anatrice, toujours chez Black Ink. Ensuite, on passe au deuxième menu qui est tout simplement Yule, avec la première sous-catégorie, Au coin du feu. Les mots-clés sont feel good ou relire un livre de notre enfance. C'est pas évident, relire des livres de mon enfance, ça aurait été plutôt de mon adolescence. J'ai hésité, parce que c'est vrai, bon, il y a les Harry Potter, il y a aussi les Royaumes du Nord, et c'est vrai que Gallimard, si je ne vous dis pas de bêtises, vient de sortir le tome 1 des Royaumes du Nord en édition collector, illustré par Jim Kay, le même format que les Harry Potter. Et ça me donne très envie. Mais je me suis dit non, relance-toi pas dans une relecture pour l'instant. J'ai préféré choisir un feel good. J'ai cherché sur Booknote qu'est-ce qu'il y avait dans la thématique feel good qui pouvait m'intéresser. Et j'ai fini par trouver un livre qui fait partie de ma wishlist, que je vais prendre en e-book, donc je vais vous mettre la couverture ici. Et il s'agit d'un Noël qui a du chien, de Mérida Reinhardt,
paru chez Bookmark. Je pense que ça doit être leur section romance, tout simplement. Et là, on nous met dans les mots-clés chien, pour me plaire, Noël, romance contemporaine, littérature, feel good, romance adolescente. Donc, déjà rien que ça, moi ça me plaît, la couverture, j'adore, il y a un petit chien. Voilà, dès qu'il y a des animaux, ça va me plaire. Alors que son monde s'écroule, Lou ne demande qu'une chose pour Noël, un ange gardien. Correctrice dans une petite maison d'édition d'Angoulême, Lou Dulac tente de noyer son chagrin dans un pot de glace suite à sa rupture mouvementée avec celui qui était censé être l'homme de sa vie. Heureusement, elle peut compter sur sa meilleure amie, Lucille Wallace, et un millionième visionnage des adaptations de Jane Austen pour se remettre en selle. C'est d'ailleurs une idée soufflée par Lucille qui va chambouler son existence, avoir un ange gardien. Mais Lou ne fait rien comme tout le monde. Lorsqu'elle croise la pet-sitter de son immeuble et son Shiba Inu, elle décide que cet ange gardien sera poilu et aura 4 pattes. Une aventure qui ne sera pas de tout repos, d'autant qu'elle coïncide avec l'arrivée de son nouveau patron, charismatique et hautain Nathaniel Hamlin, qu'elle manque d'assommer dès le premier jour. Elle a la lourde responsabilité de s'occuper du dernier manuscrit de Hugo Crawford, auteur vedette qui souhaite publier un roman très cher à son cœur. Alors qu'on son passé menace de refaire surface, rien ne va plus à l'approche de Noël. Voilà, moi il y a des chiens. C'est une romance de Noël, j'en demande pas plus. Pour moi, c'est un feel good de toute façon, mais j'ai préféré chercher sur Booknode. La deuxième sous-catégorie, c'est Danse de la fée dragée, avec les mots-clés fantasy, fantastique, rêve, onirique. Et là, j'ai choisi le mot-clé fantasy avec le tome 3.1 ou 3.2, ce sera à voir le moment venu de la Guilde des Ombres d'Anatrice. Je crois que cette vidéo sponsorise Anatrice. Vous avez 3 livres d'Anatrice dans cette vidéo. Oui, ça vous montre que j'adore cette autrice. Je me suis pris le pack Plume Blanche 2023, comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Entre autres, pas que pour ça, mais entre autres pour avoir la Guilde des Ombres d'Anatrice en avance. Alors là, c'est le tome 3.1. Je ne sais pas si je vais commencer le 3.1 avant le Cold Winter Challenge et mettre finalement le 3.2, à voir. Donc, la Guilde des Ombres d'Anatrice qui est parue, bien sûr, chez Plume Blanche. Je crois que vous commencez à connaître, j'arrête pas de vous en parler, j'ai l'impression, et de vous faire le résumé et de vous dire les mots-clés. Mais encore une fois, pour les mots-clés, nous avons amour, guerre, fantasy, magie, dragon, dark fantasy. Est-ce que je vais vraiment vous raconter encore l'histoire de la Guilde des Ombres? Ça doit faire 10 fois que je vous en parle. Simplement, on va suivre Panama, qui est l'héritière de la mort, la descendante de la mort, qui a le don de mort, et on va la suivre dans sa formation, dans le premier tome, pour entrer dans la Guilde des Ombres, qui est une guilde d'assassins. Et plus l'histoire évolue, plus il va se passer des choses. On va avoir de la romance, mais ça ne prend pas le pas sur l'histoire. On a un univers de dark fantasy super bien construit, on a des personnages qui sont gris, morality grey, comme on dit en anglais, super prenants, on aime les détester ou on les aime tout court, ou on a parfois de la peine pour eux, bref. C'est un univers complet et donc il est relié à la reine courtisane. Après, comme je vous ai dit, dans la reine courtisane, on n'est pas obligé de lire la reine courtisane pour lire la Guilde des Ombres et on n'est pas obligé de lire la Guilde des Ombres pour lire la reine courtisane. Il y a juste un clin d'œil dans la reine courtisane à 2 personnages de la saga qu'on a là-dedans, même si cette saga se déroule dans le futur. Mais ça vous montre que peut-être nous avons des créatures dans cet univers qui vivent très longtemps. Je ne vous dirai pas quelle sorte de créatures, mais en effet, elles vivent très longtemps. Parce que je ne sais plus combien de temps il y a entre la reine courtisane et la guilde. 100, 150 ans ou plus peut-être. C'est peut-être beaucoup plus. Mais voilà, franchement, cette saga, mais allez-y, c'est juste un bijou cette saga. Ça fait partie de mes gros coups de cœur de l'année. Je ne sais pas qui mettre en première place. Oui, je sais qui mettre en première place, mais cette saga est aussi en première place pour moi. Donc, la Guilde des Ombres d'Anatrice, le tome 3.1 chez Plume Blanche. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est Iceberg, avec un mot-clé, secret de famille et mystère. Je pense que les 3 mots-clés peuvent jouer pour cet univers. Parce que je ne connais pas du tout encore, donc j'y vais un peu au pif. J'ai l'impression qu'on a du mystère, de la famille et des secrets de famille. Il me semble. Donc, il s'agit de Les 7 Sœurs, le tome 1 qui est Les 7 Sœurs de Lucinda Riley, paru au livre de poche.
Je l'ai depuis un moment, je l'ai trouvé en boîte à livres avec le tome 2 et le tome 3. Donc, tant qu'à faire, je les ai pris. Et le tome 4, c'est ma maman qui se l'est acheté. Parce qu'elle a déjà lu les 4 premiers tomes. Je ne sais pas grand-chose, mis à part qu'on est avec des filles adoptées par un monsieur. On va lire ensemble le résumé, mais c'est à peu près tout ce que je sais. Et chaque fille, je pense, à son décès, va apprendre son histoire. Il me semble que c'est ça. En mots-clés, je vois qu'on a voyage, romance, Brésil, histoire, famille, recherche des origines. Donc le côté mystère et famille, oui, ça va, oui, ça joue. Tout à fait. Et on nous dit, à la mort de leur père énigmatique, milliardaire, qu'ils a ramené de 4 coins du monde et adopté lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dakliès et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Et je suis obligée, lac de Genève. Je ne sais pas si c'est le livre de poche qui a traduit lac de Genève ou si c'est la couverture VO qui dit lac de Genève, mais en l'occurrence, la France, les Français qui ont une côte du lac de Genève et le restant, c'est-à-dire un petit bout du Valais, le restant du canton de Genève, pour eux ça leur est égal, et tout le canton de Vaud, on est content d'entendre le lac de Genève. Le lac Léman, merci, ça n'existe pas le lac de Genève, il n'appartient pas aux Genevois le lac de Genève, non, c'est le lac Léman. On en a parlé dernièrement avec les lectures sucrées qui vit Haute-Savoie, si je ne vous dis pas de bêtises, pas loin du lac Léman. Et c'est une aberration. Quand je lui ai dit que ce livre avait ça derrière, mais je crois qu'elle m'a dit qu'elle n'allait pas le lire juste pour ça. Le lac de Genève. Excusez-moi. Non, mais j'ai besoin de 2 secondes, quoi. Le lac Léman, donc. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra de percer le mystère de leurs origines. Oui, donc voilà, on y est. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé, secret enfoui et destin brisé. Ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Voilà, je ne vais pas en lire plus. Ça a l'air sympa. Je sais que ça plaît énormément. Je sais que ça a plu à ma mamie. Je sais que ça plaît à des jeunes bookstagrammeurs. Donc je me dis, on va essayer. Voilà, on verra si ça passe ou si ça casse. Et en plus, ce livre qui fait partie de mon 12 mois 12 livres, parce qu'en fait, je l'avais fait sur Instagram, le 12 mois 12 livres challenge, et sur le groupe Swap littéraire où on est, Swap et échange littéraire, il y a aussi ce challenge de 12 lectures pour l'année. Et une des admins m'avait fait sa liste. Alors dans sa liste, il y avait les 3/4 des titres qu'on m'a donné sur Instagram, ma communauté, mais elle m'en avait mis 3 en supplément, enfin que j'avais pas... Elle m'en avait mis 3 que les Instagrammeurs ne m'avaient pas mis. Il y avait les 7 sœurs de Malécha, de Bernard Werber et le trône des Septiles d'Adaline Grace, le tome 2. Et du coup, je me mets celui-là en supplément du challenge 12 mois, 12 lectures et dans le Cold Winter Challenge du coup. Donc, Lucinda Riley et ses sœurs chez le livre de poche. Après, en 4e sous-catégorie, nous avons Reine des Neiges, avec les mots-clés femmes de pouvoir, féminisme, sorcière. Et là, j'ai mis, parce que je pense que ça continue sur la même lancée, les Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 2.1 de Yelena, en auto-édité, par Yelena, donc, hein, il n'y a pas de maison d'édition, c'est tout Yelena qui fait elle-même. Enfin, les couvertures sont faites par un illustrateur, mais c'est tout Yelena qui dirige son schmilblick, c'est personne d'autre. Et c'est un très beau collector, comme quoi, même en auto-édité, il y a de très belles choses. Et le tome 2. C'est La Fougue du Lys, partie 1. Regardez-moi cette beauté. Alors, dans les mots-clés pour la guilde des Embryons, les Chroniques des Fleurs d'Opale, c'est fantasy, aventure, destin, romance, dieu païen. Et alors, là, pour cette deuxième partie, est-ce qu'on peut vous lire ou pas? Je pouvais gravir les plus hautes montagnes, traverser les plus vastes océans. D'un geste, je pouvais épargner une vie. D'un claquement de doigts, je pouvais la retirer. Je pouvais rassembler les plus grandes richesses, réunir les plus grandes armées. Je pouvais avoir le monde à mes pieds, mais je ne pouvais pas te sauver. Ta sœur, en revanche, le fera. Je ne veux pas en dire plus, parce que c'est un tome 2. En fait, elle a divisé ses tomes en 2 parties à chaque fois. Il y a eu une première partie divisée en 2.
tome 1.1 et 1.2 que j'ai déjà lu forcément. Donc je ne veux pas vous dire, est-ce que ça spoil un petit peu la fin des deux premières parties, quoi. Mais c'est une très bonne saga de fantasy, franchement, dans un univers complètement inventé. J'adore la plume de Yelena. Alors c'est sûr que dans cet univers, elle a une plume particulière, mais je trouve qu'elle coïncide avec l'époque en question. J'arrive pas à vous situer l'époque vis-à-vis de notre timeline, je pourrais pas vous dire ça correspond au 16e siècle, au 18e, ça je n'y arrive pas. Mais c'est une plume d'époque, en tout cas, c'est pas un récit fantasy qui se passe dans un univers un peu médiéval avec un langage genre moderne. Ouais, ciao toi, ça va mon gars? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un langage qui se parlait dans un royaume de ce genre à cette époque-là. C'est cohérent avec l'époque, tout simplement. Moi, je peux encore une fois que vous le conseiller, c'est auto-édité vraiment Yelena. Et d'ailleurs, Yelena en 2023, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'on a de date encore de parution, mais Yelena va publier son premier roman chez Hachette Roman, qui s'appellera Persona. Donc voilà, si j'avais eu la date ou le résumé, j'aurais peut-être pu le mettre dans le Code Winter Challenge, mais je crois que c'est début 2023, mais c'est peut-être pas ni janvier ni février. Comme le Code Winter Challenge s'arrête en février, j'ai pas osé le mettre. Voilà, et puis je ne saurais pas où le mettre, surtout. Quoique, je crois que Handicap aurait été. Pas vous dire de bêtises, mais vu que je suis Yelena. Mais bref, en tout cas, cette saga, elle est aussi très bonne et j'ai hâte de la continuer. On passe ensuite au troisième menu qui est Hiver sombre. Et la première sous-catégorie est, attention, Nakatomi Tower. Je ne sais pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, ne me demandez pas. D'ailleurs, quand l'enluminé l'a dit dans sa vidéo, j'étais là, quoi, comment? Ah ben je sais pas l'écrire. J'ai attendu qu'elle publie les templates pour l'écrire parce que j'étais là, Nakataka, d'accord, ok. Et là, on a comme mot-clé thriller, enquête, suspense. Moi, j'ai mis les mots-clés suspense et enquête. Parce que pour moi, ce sera une relecture. Je vous ai mis Crescent City, le tome 2 en français de Sarah J. Maas qui va paraître au mois de décembre, croisons les doigts, chez le Saxus. Je l'ai déjà lu en VO avec mon amie Amélie. Je peux vous certifier qu'il rentre dans la catégorie pour enquête et suspense. Comme le tome 1, il y a de l'enquête et il y a du suspense. Croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de suspense. La fin est pleine de suspense. Et l'enquête, oui, il y a encore une fois une très très bonne enquête. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler de Crescent City? Est-ce que j'en parle pas souvent aussi sur la chaîne? Je crois quand même. Je vais vous chercher quand même les mots-clés. Fantasy, urbaine, romance, fantasy, new adult, rébellion, fae. Je précise un mot-clé. Je le fais quand même. Parce qu'en anglais, les gens ont grincé des dents vis-à-vis de ce mot-clé qui n'apparaît pas, mais qui, je trouve, devrait apparaître. C'est vrai, les Anglais ont raison à ce niveau-là. Il faut ajouter science-fiction. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais il y a un côté science-fiction dans ce tome 2. Deux côtés, même, science-fiction. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a des petites touches de science-fiction et une grosse. Donc, voilà. Faut pas croire que vous allez juste arriver dans un univers de fantasy urbaine. Oui, c'est toujours le cas. Mais il y a plusieurs petites choses de science-fiction et un gros truc de science-fiction à la fin. Donc on n'est pas seulement dans de l'urban fantasy, mais dans de l'ASF, je vous le confirme. Vous pouvez aussi très bien mettre ce livre pour LGBT. Alors c'est des personnages secondaires, mais vous avez... attendez voir. Vous avez au moins 7 personnages de la communauté LGBT. Gays, bisexuels, lesbiennes, enfin, voilà, c'est des personnages secondaires, mais ils sont présents, les couples sont présents, donc même s'ils sont secondaires, là on ne peut plus reprocher à Sarah J. Maas, parce que je sais que c'est un débat qui est en anglais, que Sarah J. Maas, il y a quelques années, ne mettait pas assez de personnages LGBT, de personnages de couleur, etc. Pareil, les personnages de couleur, vous en avez 1, 2 pour sûr, 3 même. En tout cas, 3 personnages de couleur aussi. Donc, certains sont plus secondaires que d'autres. Certains ont quand même une importance. Mais voilà, il y a de la représentation. Faut pas... Non, là, je pense que Sarah J. Maas s'est bien rattrapée.
avec Amélie, tous les personnages LGBT, on est là. Alors là, on s'est lâché sur les LGBT. C'est lâché. On a le résumé du tome 2, de Saxus nous l'a fourni. Ça spoil le tome 1. Si vous ne l'avez pas lu, je pense que n'écoutez pas cette petite partie. Bryce Quinlan et Hunt Altar essayent de revenir à la normale. Ils ont peut-être sauvé Crescent City, mais avec tous les bouleversements qu'ils ont connus ces derniers temps, ils veulent surtout pouvoir se détendre, ralentir, savoir ce que l'avenir leur réserve. Les Astéries ont tenu parole jusqu'à présent, laissant Bryce et Hunt seuls. Mais avec les rebelles qui réduisent le pouvoir des Astéries, la menace que représentent les souverains s'accroît. Alors que Bryce, Hunt et leurs amis sont entraînés dans les plans des rebelles, le choix devient clair, rester silencieux pendant que d'autres sont opprimés ou se battre pour ce qui est juste. Et ils n'ont jamais été très doués pour rester silencieux. Voilà. J'ai tellement hâte qu'ils sortent, de pouvoir enfin en parler. Je pense peut-être à faire une vidéo et la poster peut-être une semaine après la sortie de Crescent City, avec ce qu'on apprend dans Crescent City 2, avec la fin de Crescent City 2, ce que ça va amener dans le tome 3 de Crescent City. Et ouais, faire une vidéo aussi où je parle, parce que Sarah J. Maas a donné plusieurs interviews, certaines avec des spoilers, certaines sans spoilers. Elle a parlé de Throne of Glass aussi, elle a parlé d'Akotar. Donc je vais peut-être aussi, au début de faire de la vidéo, parler des informations non spoilers de Sarah J. Maas sur ses univers, puisqu'elle en a parlé récemment, très récemment. Et après, vraiment faire une vidéo spoiler sur ce qu'on apprend dans Crescent City 2 et tout ce qui se connecte avec le tome 3, les théories que j'ai pu lire, certaines que j'ai moi, qui collent avec d'autres théories d'internet. Bref, je vais peut-être faire ça, mais j'ai peur que ça fasse genre une vidéo de 3 heures. Non, parce que moi, avec Crescent City, mais quand je me lance, ça fait plus de 6 mois que je l'ai lu et je vais toujours vers Amélie, des fois, coucou, j'ai trouvé un truc, oh, coucou, j'ai une nouvelle théorie. Ça fait 6 mois qu'on l'a lu et on a toujours le cerveau qui tourbillonne là-dessus, quoi. Donc, c'est pour vous dire. Accrochez-vous. Après, ça sort en décembre. C'est pour ça que je vous ai mis la miniature. Après, la deuxième sous-catégorie est Fantômes des Noëls passés, avec un mot-clé fantôme, voyage temporel et jeu avec les époques. Et là, ça n'a pas été très compliqué. J'ai vite décidé que j'allais jouer sur voyage temporel et jeu avec les époques. Vous voyez où je veux en venir? Outlander, le tome 2 de Diana Gabaldon chez J'ai lu. Je suis justement en train de lire le tome 1 qu'on m'avait mis aussi pour le 12 mois, 12 lectures. Voilà, bon, franchement, pour l'instant, dans le tome 1, j'en suis à peu près à ça. Et nous sommes le 16 novembre, donc non, je pense vraiment que cette brique, je me la mettrai genre fin janvier, vous voyez, parce que laisser un peu couler entre deux. Surtout qu'on a commencé la série avec ma maman sur Netflix. Et là où j'arrive actuellement dans le tome 1, c'est le moment où on est resté dans la série. Donc je ne sais pas si j'ai envie de découvrir d'abord ce qui se passe dans le livre et après dans la série ou le contraire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler d'Outlander? Je crois que c'est mondialement connu. En mots-clés, on a Écosse, aventure, roman historique, histoire, amour et voyage dans le temps. Hein, on suit Claire en 1948, je crois. Je ne sais plus maintenant. 1940 et quelques, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Avec son mari, ils vont visiter l'Écosse dans un voyage de noces, un second voyage de noces. Et un jour, elle va aller dans un endroit de rituel, là où il y a les Dolomites, les menhirs, je ne sais plus comment on les appelle. Ces gros cailloux qu'on trouve aussi en Bretagne et qu'on trouve en Angleterre, justement, et en Écosse. Et elle va être transportée 200 ans dans le passé, au même endroit. À l'époque où l'Écosse est en guerre avec l'Angleterre. De toute façon, j'ai envie de vous dire, l'Écosse est en guerre, même encore au jour d'aujourd'hui. Je sais très bien que certains Écossais, il ne faut pas leur dire qu'ils sont anglais. Hein, on sait très bien que l'Écosse fait partie de l'Angleterre, mais n'apprécie pas certaines choses en Angleterre. Ils ont essayé de se détacher. Là, il y a quelques années, là, il y avait eu des votations et tout ça. Bref, l'Écosse et l'Angleterre, c'est toujours un petit peu... Voilà, c'est un peu tendu parfois. Hein. Moi, c'est un univers qui me fait très envie, mais c'est le nombre de tomes qui me fait peur et l'épaisseur des tomes. Mais bon, ben voilà, puisque j'ai les 3 premiers, autant continuer sur ma lancée, et puis ça correspond tout à fait. J'avais un peu du mal à voir ce que je pouvais mettre d'autre en voyage temporel et jeu avec les époques.
Donc je me suis dit, autant mettre ça, c'est plus simple. En troisième sous-catégorie, nous avons Nuit du solstice, avec le mot-clé angoisse et créature de la nuit. Et là, je me suis dit, je vais continuer une saga que j'ai commencé avec le 12 mois, 12 livres challenge. Et donc, il s'agit du tome 1.2 des Larmes rouges de Georgia Caldera chez J'ai lu. C'est une vieille édition. Hein. Alors, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais je crois qu'actuellement, c'est une intégrale. Au début, je ne trouvais même pas la partie 1.1 et 1.2. Enfin, j'étais perdue. Et après, j'ai compris qu'il fallait trouver les deux parties séparément, qu'ils avaient divisé le livre. J'ai lu donc récemment, là, au mois d'octobre, je crois que c'était, et on est au mois de novembre. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je continue pendant que c'est frais, surtout que c'est le tome 1.2. Donc, clairement, ça fait qu'un seul livre au final. Autant vraiment continuer quand c'est frais, quand on finit vraiment un tome. Voilà, mais là, clairement, le tome est coupé au milieu. Et dans cette saga, les mots-clés, c'est gothique, romance, vampire, fantastique, surnaturel, fantaisie urbaine. Et les mots-clés angoisse et créature de la nuit vont très bien. Ben, créature de la nuit, il y a des vampires. Et angoisse, le premier tome, tout du moins le 1.1, avait des moments un peu angoissants. Parce qu'on suit une jeune fille, Cornelia, qui, ça se passe en France, qui, dans le tome 1, dès le début, c'est pas un spoiler, c'est marqué dans la couverture, veut se suicider. Et elle va louper parce que quelqu'un va la sauver. Et en fait, Cordelia, après, bon, ça va mieux aller parce qu'elle avait des raisons pourquoi elle voulait se suicider. Mais certaines de ces raisons s'améliorent après. C'est lié à son papa. Parce que Cordelia a perdu sa maman il y a un moment. Elle vit avec son papa et elle a l'impression que son papa ne l'aime pas, qu'il ne la voit pas vraiment, bref, plein de choses. Et en fait, avec cette tentative de suicide, son papa va devenir vraiment important dans sa vie. Il va vraiment prendre conscience qu'il a fallu perdre son enfant et prendre de l'importance. Mais à côté de ça, Cornelia, la nuit, fait des rêves étranges. C'est-à-dire qu'après avoir tenté de se suicider, quand elle peut sortir de l'hôpital, son papa décide de l'emmener à la campagne parce qu'il possède une maison familiale là-bas et de rester avec elle. Il fera son travail en télétravail. Comme ça, il pourra être tout le temps avec elle, manger avec elle, etc. Et elle sera loin de la ville, loin de ce lycée ou l'université, je ne sais plus, où elle n'était pas bien non plus. Bref, elle est en paix là-bas et en fait, elle fait des rêves. Elle réalise en allant dans la demeure pas loin de la sienne, un château, que les rêves qu'elle fait, c'est le château où elle est allée. Je ne sais plus pourquoi elle est allée dans le château la première fois, mais c'est l'intérieur du château. À part un portrait qui n'est pas là au moment présent, c'est l'intérieur du château. Comment a-t-elle pu voir en rêve l'intérieur du château? Et elle fait d'autres rêves où elle voit le propriétaire du château, elle voit d'autres personnages qu'elle ne connaît pas encore. Et à côté de ça, elle a l'impression d'avoir des hallucinations. C'est-à-dire qu'elle a des choses qui sont marquées sur elle, dans son dos. Quand elle a tenté de se suicider, elle a retrouvé aussi des marques sur ses poignets, enfin pas elle, les médecins, alors qu'elle n'a pas fait ces marques. Il se passe plein d'événements étranges. On a l'impression parfois, quand son papa part à un moment donné pour un truc vis-à-vis de son boulot pendant 2-3 jours, elle est toute seule à la maison, parce qu'elle est majeure, hein, et il se passe des choses angoissantes dans cette maison. On avait l'impression qu'elle était genre hantée ou qu'il y avait genre un démon, enfin bref. Il y avait le côté angoisse y était sur 2 ou 3 scènes. J'avais un peu la chair de poule. Donc ça correspond suffisamment bien. Je ne veux pas vous en dire plus parce qu'après ça spoil. Mais voilà. Disons que c'est une jeune femme qui fait des rêves et c'est des rêves du passé. Pourquoi fait-elle des rêves du passé? Pourquoi le voisin est-il dans ses rêves alors que c'est clairement pas dans les années passées, mais vraiment très loin dans le passé, vu les meubles d'époque et tout ça. Mystère. Après, vous avez des doutes, vous savez qu'il y a du vampirisme, donc forcément, ça vous met sur la piste. Donc, Les Larmes rouges de Georgia Caldera, le tome 1.2 chez J'ai lu. Le quatrième et dernier menu, c'est Marcher dans la neige, avec la première sous-catégorie qui est Vive le vent. Et là, on nous demandait juste une consigne, lire un livre qui se passe en hiver, ou dans un pays froid, ou un voyage. Et moi, j'ai mis Stories from Snowdonia de Jeremy Angelo, paru chez la petite maison d'édition Twinkle Édition.
En plus, il a un jaspage. Il est très joli, ce petit livre. C'était une campagne nulle pour laquelle j'ai participé. Je l'ai reçu il y a 3 semaines, même pas. Il y a 2 livres, en fait. Il y a 2 histoires dans Stories from Fondonia. Et je pense, vis-à-vis de la couverture, qu'on va avoir à un moment donné de la neige. De toute façon, on est en Angleterre, vers l'Écosse. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les mots-clés? Ben, il n'y en a pas. Ah, oui. Voilà, il n'y en a pas. Déjà, pour la bibliothèque du manoir, c'est moi qui ai mis des mots-clés sur le livre, il n'y en avait pas. Donc, je vais vous lire juste les résumés. Livre 1, Snowdonia, 1899. Laurine, 17 ans, aime sa vie telle qu'elle est. Dans les montagnes jurassiennes, se marier, elle n'y pense pas. Mais son existence est bouleversée quand son père ruiné l'envoie vivre au Pays de Galles. Chez un grand-oncle dont elle ignore tout, Laurine doit se résoudre à y passer l'hiver. Seule et déboussolée, elle débarque à Conwy, porte d'entrée d'un immense parc naturel, Snowdonia. Si Henry Harlington, son grand-oncle, l'accueille à bras ouverts, ce n'est pas le cas de Dreston, le jeune homme à tout faire, du manoir qui va être missionné pour lui faire découvrir la région. Et la deuxième histoire, c'est novembre 1900. Alice, étudiante dans la prestigieuse université de Cardiff, a décidé de créer avec ses camarades un cénacle dédié au mythe arthurien. À Valonia. Mais le grand intendant ne l'entend pas de cette oreille. Les clubs privés sont interdits aux femmes et quand ils découvrent le poteau rose, Alice et ses acolytes sont renvoyés. Elle n'a plus qu'à accepter la proposition de son oncle, rentrer à Snowdonia pour y passer les fêtes de fin d'année. Mais avant son départ, elle prend un adorable chiot corgi sous son aile et fait la rencontre du beau Gideon, un violoniste lorrain qui risque de bouleverser sa vie et ses convictions. Voilà, moi je pense quand même qu'il y a de la neige, vu qu'on a un parc enneigé. Je pense que ça correspond. Au pire, si ça venait à pas correspondre, je vais quand même le lire cet hiver. Parce que les Twinkle éditions, je les lis assez vite. Et si ça ne correspond pas, au pire, j'ai 25 faubourgs. Je ne sais plus la fin du titre. 25 faubourgs quelque chose de chez Twinkle Éditions qui est écrit par Laetitia Arnaud, qui va aussi arriver tout soudain, car j'ai aussi participé au financement à la campagne nulle qui se passe à Paris pendant les fêtes de Noël. Alors après, bah oui, en hiver, donc ça jouera. Voilà. Mais je pense quand même que lui va jouer, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, je m'avance peut-être un peu trop. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est pommes de pin. Avec comme mot-clé animaux, écologie, nature rating. Et alors là, j'avais le livre idéal qui venait d'arriver. Et en plus, il vient de gagner un prix littéraire, le premier tome, les Aliénales 2022. Je vous parle de Tiziri, le tome 2, d'Alexandre Delis, chez Plume Blanche. Donc forcément, j'ai lu le tome 1. Je l'avais eu dans la Mystery Box 2021. Et franchement, j'ai adoré. C'était mon premier Alexandre Delis. Je crois que j'ai mis 18 sur 20. Et j'ai adoré cet univers. On suit en fait Tiziri, qui est une jeune femme qui est albinos, qui plus est. Donc déjà, quelque chose de plutôt rare. Et on est dans le futur de la Terre. La Terre a été envahie par des extraterrestres, les écomères, qui avaient la capacité de modifier la nature et les animaux, les rendant hostiles à la race humaine. Et il ne reste plus qu'un foyer d'êtres humains sous un dôme, le clan de Tiziri, caché sous un dôme magique, hein, d'énergie, ce qu'on veut, qui les protège de la nature hostile et des écomères. Tiziri est une chasseuse du clan avec d'autres. Ils doivent sortir hors du dôme, chasser des animaux pour se nourrir, pour faire des peaux, des vêtements, des objets, voilà. Et il se passe énormément de choses. Tiziri se rend compte un jour lors d'une chasse que la Lune n'est pas là où elle devrait être. Vis-à-vis du peu d'informations et de livres qu'il leur reste, la Lune n'est pas au bon endroit. Il y a des choses bizarres, des choses qui n'auraient pas dû être comme ça. À partir de là, il va se passer plein d'autres choses, mais je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler. Donc on est clairement sur un récit de nature rating, animaux et d'écologie. Voilà, il y a les trois côtés sans souci, vous pouvez vous lancer dans la biologie, c'est une biologie. Donc ce sera fini en 2023, je ne sais plus quand il paraît. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mai ou juin ou juillet, quelque chose comme ça. Mais voilà, en plus, comme je vous dis, le tome 1 a gagné les Aliénales 2022, donc
Vraiment un très très bon moment, un très très bon roman et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Le twist à un moment donné dans le tome 1 était vraiment top et je ne l'avais pas vu venir. Donc Tiziri, le tome 2, qui est donc la volonté de Wari chez Plume Blanche d'Alexiane Delis. Et finalement, la dernière sous-catégorie est patin à glace. Avec là les mots-clés sport, personnage athlétique et aventure dangereuse. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre? Les romances et les livres de sportifs et d'athlètes, pour l'instant, c'est pas spécialement mon truc. Enfin, c'est surtout que j'en ai aucune. Et finalement, je me suis dit que je vais me lancer dans Léander, le tome 1 des Dieux du Campus, si je vous dis pas de bêtises. Hein. Voilà, les Dieux du Campus, le tome 1, Léander. Parce que, alors Léander, j'hésitais à le lire peut-être en e-book justement. C'est ce que je vais faire et c'est pour ça que vous avez la couverture là. Mais le tome 2 par contre de cette, je ne sais pas si c'est une trilogie ou s'il y aura plus, mais il y a en tout cas 3 tomes de prévus, en tout cas. J'avais envie de le lire, le tome 2, parce que je sais que c'est une romance MM avec des sportifs. Et c'est quand même plutôt rare les romances MM avec des sportifs. Parce qu'on sait qu'en général les milieux sportifs c'est assez viril, c'est assez... Donc les personnages bi ou gays sont pas très bien vus encore dans notre société. C'est un peu tabou hein, d'être de la communauté LGBT quand on est sportif, selon le sport qu'on fait. Donc là, dans Léander, le tome 1, c'est de Phoenix BHR et FV Esteye chez Hugo Roman. Et là, les mots-clés, c'est sport, université, campus, romance, famille, new adulte. Et le tome 1, qu'est-ce qu'on nous dit? Une série écrite à 4 mains qui joue habilement avec les codes de la romance universitaire. Quarterback de l'équipe de football de l'université de St. Charles, Leander McNeil ne vit que pour les études et le sport. Il ne laisse rien ni personne se mettre en travers de son chemin vers la réussite. Même ses meilleurs amis et ses colocataires ont bien du mal à le détourner de ses révisions et entraînements intensifs. Loin de faire preuve de fausse modestie, il n'est pas loin de se prendre pour le dieu du campus. Il pourrait cependant vite être amené à la réalité par Nick's Doctory. Les sermons de cette fille de pasteur en a soupé. Elle compte bien profiter du vent de liberté qui souffle sur sa nouvelle vie, loin de sa famille. Et peu importe qu'elle se mette à dos celui qui se prend pour Zeus réincarné lors de la première soirée de l'année. La colère divine, elle en fait son affaire depuis des années. Voilà, donc là clairement je le lis parce qu'il fallait que je trouve quelque chose qui corresponde à la catégorie et que je crois qu'il faut quand même avoir lu ce livre-là pour lire le second tome qui est un MM. Donc je préfère aller dans l'ordre, mais voilà. C'est la fin de cette pile à lire pour ce challenge. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous les avez lus ou si vous font envie. À me dire aussi si vous faites l'école Winter Challenge. Si vous avez une vidéo, à me la mettre en barre d'infos, comme ça je peux aller la voir. Ou sinon à me dire quel livre vous avez choisi vous de votre côté. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Pareil, de partager la vidéo. Et si vous n'avez pas d'idée de commentaire, juste un petit smiley, celui que vous voulez. Ça me permet de savoir que vous avez vu la vidéo, tout simplement. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!